Bonjour et je voudrais d'abord remercier les organisateurs, en particulier le Dr Parisot, pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir vous voir et rencontrer ceux qui ont été mes patients. Si des parents veulent profiter du moment pour aller à leur première présentation de parents, c'est le bon temps. Tout se passe à la salle de Tipeee en bas au sous-sol. Le docteur Parisot, quand il m'a invité, j'insistais sur le fait que tous les patients qui ont été transplantés pour une tyrosinémie, ils étaient suivis par le docteur Bilodeau, je ne les voyais plus. Alors, ça veut dire qu'il m'a dit, c'est important, l'histoire de la médecine, c'est quelque chose d'important. Et comme Yannick il a mentionné, en 1988, il y a eu lieu la première transplantation hépatique à Saint-Justine chez un patient avec une tyrosinémie. En fait, si on parle de l'histoire de la médecine au Québec, parce que ce que je vais dire continue à être vrai ailleurs, malheureusement, mais au Québec, il y a les complications hépatiques de la tyrosinémie, comme le diagnostic est fait en période néonatale, il est NTBC commencé très rapidement, on ne les voit plus. Ces complications, à l'époque, c'était le développement d'insuffisance hépatique aiguë ou d'une cirrhose avec insuffisance hépatique chronique. Ces enfants-là, ils développaient aussi des complications rénales, surtout des néphrocalcinoses. Ils développaient des tubulopathies, éventuellement des gloméruloscléroses. Comme je viens de dire, autant ceux qui développaient une insuffisance hépatique aiguë ou ceux qui évoluaient de façon beaucoup plus chronique, ils finissaient tous en cirrhose avec un risque extrêmement élevé d'hépatocarcinome, ce que nous, on appelle les nodules hépatiques, et c'est la raison principale pour laquelle la plupart de ces enfants ont été transplantés. Il y avait des moments aussi beaucoup plus dramatiques avant et après la greffe ou pendant la greffe, en fait, avant que les foies fonctionnent, que c'est le développement de crises neurologiques, chose qui nous faisait extrêmement peur. D'autres manifestations cliniques, comme des hypoglycémies, de façon circonstancielle, et hypertrophie cardiaque, qui n'ont pas été vues chez nos patients, mais qui ont été décrits dans la littérature, il faut les mentionner, mais sont des manifestations beaucoup plus rares. En celle de nos enfants transplantés, il y a eu quelques épisodes d'hypoglycémie en post-greffe tardive, au long terme après la greffe, mais ils sont disparus, je ne dis pas guéris, mais disparus spontanément. En fait, depuis le 1er mars 1986, où la première transplantation hépatique a eu lieu à l'hôpital Saint-Justine, il y a eu 30 transplantations qui ont été faites chez des patients avec une tyrosinémie. La moyenne d'âge, c'était 5 ans, et 3 de ces enfants, au moment de la greffe, on a trouvé dans les foies explantés un hépatocarcinome. 22, ils avaient des dysplasies de différents grades. Une dysplasie, c'est une transformation, une dédifférenciation de la cellule hépatique qui n'atteint pas le niveau d'un cancer, mais qui est en voie D. 5, il y avait d'autres indications. Si on regarde maintenant la distribution de la transplantation hépatique au CHU Saint-Justine, vous voyez que jusqu'à décembre 2014, nous avons réalisé 250 transplantations hépatiques. Et parmi, comme je viens de dire, ces 250 transplantations, 30 ont été réalisées chez des enfants avec une tyrosinémie. Chez 28 patients, on a fait une retransplantation à cause des problèmes avec les premières fois. Ceci est survenu 3 fois chez des enfants tyrosinémiques. Ça veut dire que 3 de ces 30 enfants ont été transplantés plus qu'une fois. Mais si vous regardez la distribution en bleu
le total des patients, en rouge les enfants tyrosinémiques. On a transplanté beaucoup jusqu'à les années 2000, juste après l'apparition de l'NTBC, depuis que l'NTBC a été donné aux enfants au moment des diagnostics dans les premières semaines de vie, on n'a pratiquement plus fait de transplantation hépatique chez des enfants avec une tyrosinémie. En fait, simplement pour rappeler que de ces 27 enfants, de ces 30 enfants, il y a 27 qui ont eu une transplantation d'un foie seul, mais à l'époque, et comme je mentionnais dans la première diapositive, beaucoup de ces enfants, ils savaient déjà au moment où on indiquait la greffe des troubles rénaux avec une insuffisance rénale. Donc, 3 de ces enfants, 3 des 30, ont reçu un foie et un rein lors de la même intervention chirurgicale. Si on regarde, je vous disais que depuis l'apparition d'un TBC en 1998, comme a été mentionné, on a réduit, heureusement, beaucoup les indications de transplantation hépatique. Mais pourquoi on a continué à transplanter? C'est la question sûrement que vous vous posez. Et il y a eu 4 enfants nés au Québec chez lesquels le diagnostic néonatal a donné un faux négatif. Et ces patients ont commencé l'NTBC quelques mois après, à quelques mois de vie, après avoir développé des complications hépatiques, quelques-uns des complications hépatiques très sévères. Vous savez l'âge à laquelle ils ont commencé les NTBC, 3 mois et demi, 4 mois, 7 mois, 2 mois. Malheureusement, ces patients, ils ont développé aussi des dysplasies ou des tumeurs hépatiques et on a dû indiquer une greffe. La première conclusion, c'est qu'on a la chance. En fait, rien ne se passe par chance. C'est grâce au travail de beaucoup de professionnels et de parents qu'on a institué un diagnostic précoce de la maladie, un diagnostic néonatal qui est fiable dans la province du Québec. Et ceci permet, depuis que les tests ont été modifiés, qu'on n'a pas eu besoin de transplanter aucun enfant avec tyrosinémie. Comme ces enfants étaient l'âge moyen, de 5 ans, ces enfants ils ont eu une meilleure survie après la greffe que le reste de la population des transplantés. Pour le reste de la population, c'est aux alentours de 80%. Pour les enfants tyrosinémiques, c'était aux alentours de 90%. En fait, on parlait de complications rénales. Et comme vous voyez, des 37 des patients tyrosinémiques ont été évalués à l'époque, avant l'NTBC bien entendu. Il y avait beaucoup de complications rénales, comme je dis, surtout la néphrocalcinose qui est assez fréquente. Il était présent chez 13. La néphrocalcinose, c'est la destruction des reins avec la fixation du calcium au niveau des reins à cause du tissu nécrotique. Il y avait, au moment où on les évaluait, la moitié de ces enfants, il y avait déjà une diminution de la fonction rénale. Raison pour laquelle il y a eu, comme j'ai mentionné, 3 sur 30 qui ont eu une transplantation foie-rein, mais ça posait un autre défi. Vous savez que les principaux médicaments ou les principaux médicaments après une greffe sont ce qu'on appelle les groupes des inhibiteurs de calcineurine. Des inhibiteurs de calcineurine, la cyclosporine et les tacrolimus, tous les deux, ils ont une toxicité fondamentalement rénale. Alors le défi, c'était comment diminuer ou éviter la toxicité rénale de ces médicaments chez des patients qui avaient déjà une fonction rénale compromise avant la greffe. Si on regarde les résultats, vous avez la filtration glomérulaire
qui est mesuré tous les sang chez nos patients transplantés, et vous voyez en bleu les enfants qui ont été transplantés pour d'autres causes que la tyrosinémie, et en rouge les patients qui ont été transplantés pour une tyrosinémie. Et vous voyez qu'ils commençaient après la greffe, ou avant la greffe, juste avant la greffe, ils avaient déjà une fonction rénale diminuée, mais qu'on a pu conserver une bonne fonction rénale malgré la prise des inhibiteurs de calcineurin. Et même à 12-13 ans après la transplantation. Et ceci, c'est grâce au docteur Casal-Paradis, qui est dans la salle, qui, quand il a pris la direction du programme de transplantation, il a dit il faut qu'on protège les reins de nos enfants. Il a fait deux choses. Une, c'est passer de 2 doses d'inhibiteurs de calcineurin à 3 doses par jour. Avec ceci, il a pu diminuer l'augmentation dans les sangs qui se provoque avec une prise, diminuer sans compromettre l'immunosuppression des patients. En autre terme, il a pu diminuer de cette façon la toxicité sur les reins, mais pour ajouter davantage, et je vous parle d'il y a beaucoup de temps, du début des années 90, il a ajouté un médicament qui s'appelle diltiazem, c'est inhibiteur des canaux calciques au niveau des artères du rein. Cet médicament, il présentait aussi la particularité d'être métabolisé au niveau du foie par les mêmes cytochromes P450 que les inhibiteurs de calcineurin, les cytochromes P450 3, 4. Ça veut dire qu'ils compitent tous les deux. En donnant le diltiazem, il diminue encore la dose des inhibiteurs de calcineurin, mais en même temps qu'il protège les reins. Bien sûr, ceci, le mécanisme, c'est inhibiteur, comme je disais, des canaux calciques au niveau des vaisseaux. Il provoque une dilatation, le diltiazem, de l'artère afférente rénale et diminue le compromis glomérulaire, à part de diminuer la tension artérielle. Et comme vous voyez, le docteur Paradis était un précurseur, car on continue à travailler sur le sujet parce qu'il continue à inquiéter les chercheurs à travers le monde. Aujourd'hui, on utilise très peu la cyclosporine, on utilise fondamentalement le tacrolimus, mais le diltiazem aussi inhibe la toxicité rénale du tacrolimus, comme vous voyez dans la dernière publication. Il y a eu quelques années une publication qui nous a inquiétés, et je vous le montre parce que sûrement quelques-uns parmi vous l'ont vu. C'est le fait que la greffe, on remplace le foie, mais on ne remplace pas éventuellement les reins qui continuent à produire de la succinylacétone. Heureusement, quand on a suivi, comme vous voyez, et ce groupe est arrivé à la même conclusion, même si on trouve des traces de succinylacétone chez ces patients transplantés du foie, qui est produit par les cellules tubulaires rénales, il n'y a aucun compromis de la fonction rénale et aucune complication rénale à long terme qui a été décrit. Ça veut dire qu'il n'est pas justifié, après une greffe, jusqu'à les connaissances qu'on a aujourd'hui, d'utiliser soit une diète, soit l'NTVC, en plus des traitements anti-rejet. Pour finir, je vais vous montrer quelle autre chose nous ont appris les patients, ou quelle est l'autre chose qui nous ont appris les patients qu'on a transplantés avec une tyrosinémie. Je vous présente une fille de 14 ans avec une croissance et développement absolument normal, qui s'est présentée avec une hépatosplenomégalie et une biochimie concernant les enzymes hépatiques absolument normale. Par contre, l'alpha-fetoprotéine, ces protéines qui sont produites par les cellules cancéreuses ou dédifférenciées, les hépatocytes dédifférenciés, étaient extrêmement élevées. Et à l'échographie, le docteur Dubois, il nous a dit qu'il trouvait des nodules, et des nodules de taille assez importante,
la biopsie a montré que cette fille, qui n'avait pas été diagnostiquée en période néonatale, il s'est présenté à 14 ans avec un hépatocarcinome. Pour décider s'il y a une indication de bilan hépatique, de transplantation hépatique, on utilise surtout nos collègues adultes, ils utilisent les critères de Milan. Pourquoi je dis surtout nos collègues adultes? Parce que l'hépatocarcinome, on a la chance en pédiatrie qu'il est pratiquement inexistant, ou plutôt rare. Et dans ces critères, on dit que si on a un nodule de plus de 5 cm, on a jusqu'à 3 lésions de plus de 3 cm ou absence de manifestations extrahépatiques, en absence de manifestations extrahépatiques et pas d'invasion vasculaire. À ce moment-là, nodule de moins 5 cm ou jusqu'à 3 lésions de moins de 3 cm, on peut transplanter. Malheureusement, notre patient, il y avait plusieurs lésions et il mesurait la lésion principale plus de 5 cm et on suspectait des invasions vasculaires. Bien sûr, nous, on n'a pas accepté de faire la greffe, mais vous savez, comme parents, qu'on est tous, on ne va pas s'arrêter avec une opinion. Ils ont consulté nos collègues au CHUM des milieux adultes qui se sont dit, bon, malheureusement, il n'y a pas d'indication de greffe. Ils sont consultés à Toronto et ils ont reçu la même réponse. Revenant à Saint-Justine, on a décidé de faire la chimiothérapie et on a eu une réduction très importante de l'hépatocarcinome, chose que vous pouvez poser la question après au docteur Bilodeau, mais qui n'arrive pas souvent avec les hépatocarcinomes qu'on voit chez les patients avec une hépatite chronique B ou C, qui ne répond pas à la chimiothérapie, surtout de façon aussi spectaculaire. Et la patiente, alors, il a rentré dans les critères de Milan. Elle a été transplantée en 2007, elle est suivie actuellement par le docteur Bilodeau, et on touche du bois, mais il n'a pas rechuté. En fait, les nodules hépatiques qui continuent, vous savez ici un algorithme que vous connaissez très bien, c'est un algorithme élaboré à l'époque du docteur Casal-Paradis et le docteur Grant-Mitchell, qui continue à être valable, et on décide d'indiquer des transplantations hépatiques chez des patients qui développent des nodules au niveau du foie. Mais la leçon qui nous a appris notre petite fille de 14 ans, c'est que peut-être les hépatocarcinomes de la tyrosinémie ne se comportent pas comme les hépatocarcinomes qu'on voit dans d'autres maladies du foie. En fait, toute l'équipe de greffe hépatique de l'hôpital Saint-Justine, que je représente aujourd'hui ici, a souhaité remercier tous les enfants et leurs familles qui nous ont fait confiance au cours des 30 dernières années. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Aucune question. Ah, oui. Ah, oui. So there are a few questions I wanted to ask. In case of a combined liver as well as a kidney transplant, is the same donor used for the kidney as well as the liver? Yeah. Yeah, it's the same donor. And at least here in our province, those patients that are needing a double transplant, liver and kidney, they have a high priority on the waiting list because we know that the selection of donor should be, or the number of donor will be much less than if you transplant only one organ. Okay. On the other hand, we know that the prognosis of this kidney that has been transplanted with a liver from the same donor is much better than if you transplant only a kidney without transplanting the liver. The liver is an organ that is very useful to develop tolerance against other tissues, protect other tissues from rejection. And
I wanted to ask, what is your experience with living donor transplants and with blood group mismatched transplants? The living related donors, I mean, we start using this type of liver transplant, I would say 5 years ago, 6 years ago. I think it's a solution for the lack of available donors, and that is a world problem. The second question was blood group mismatch. The blood group. The blood group mismatch is not a problem in children under the age of 9 months, 1 year. Most of them, they didn't yet develop hemagglutinins, and they tolerate very well a mismatch. After that age, I think if we can avoid it, that is probably the best for the recipient. Thank you. Moi, je voulais savoir, est-ce que les patients qui ont été transplantés foie et rein ont eu plus de complications par la suite ou ils ont été normaux? Non, ils sont pas eu plus de complications et étonnamment, comme je viens de dire, l'évolution du rein a été bien meilleure quand on compare ou quand on discute avec nos collègues qui transplantent seulement les reins, parce que l'organe de tolérance, c'est le foie et il donne une tolérance vis-à-vis des autres organes qui sont transplantés avec. Merci. Juste un dernier commentaire. Dr. Alvarez, malheureusement, on ne pourra pas prouver que l'hépatocarcinome chez les tyrosinémiques est différent avec l'avenue du NTBC. Malheureusement, ce ne sera pas une recherche qu'on va pouvoir faire. Heureusement, en fait, pas malheureusement, mais heureusement, celle-ci ne sera pas pour notre groupe. Non, mais docteur Leroy, c'est pour lancer l'idée. Vous savez qu'il y a, malheureusement, dans la plupart du monde, il ne se fait pas le diagnostic néonatal. C'est pour les inciter à nous montrer que c'est vrai ce qu'on vient de dire. Tout à fait. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui. Excusez-moi, Dr. Alvarez, je crois qu'il y avait une autre question. Il y a une autre question. I apologize. Good morning. So for a child, a 4.5-year-old diagnosed at 9 days, thanks to newborn screening, who's been compliant with everything and with medication and done well with everything, what kind of likelihood are you looking at as far as they progress and remain compliant, hopefully, as far as looking at possibility of needing a liver transplant? You know that NTBC has been used in this province in our hospital for the first time in '98. That means I would say that we don't have or we have many years of experience, and no patient starting NTBC be compliant needed so far a liver transplant. Those that has been diagnosed in the neonatal period. And we had an experience with Dr. Mitchell many years ago. Says, it's okay. We don't see, Dr. Dubois said there is no nodules in the liver, everything is okay. But is something happening there, maybe a mild dysplasia or any other anomaly that we're not aware of? On the other hand, we thought that, a part of NTBC is metabolized in the liver. Are we having there any toxicity that we are not diagnosing by the biochemical test that we are using at that time? And we had done several liver biopsies for our patients, like, a pilot protocol.
And I can tell you that in optical microscopy, electronic microscopy, those biopsies were perfectly normal. Thank you. Thank you.